pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et donc, on revient sur la saga Mission Impossible comme promis, une saga qui se finalise avec The Final Reckoning. Le dernier opus techniquement de grande production pour Tom Cruise qui disait encore il y a quelques mois qu'il clôturait un petit peu sa saga de films d'action, même en général, puisqu'il avait fait Top Gun Maverick qui avait très bien fonctionné, on le rappelle. Et donc ce Final Reckoning qui est un peu la conclusion de cette saga. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le voir ? Alors on va commencer par la petite présentation d'Ellie sur la saga et cet opus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une saga qui a le même âge que moi et débute donc en l'an de grâce 1996 après Copilote. Et oui, presque 30 ans déjà, moi non plus je ne réalise toujours pas, sauf quand je sollicite mes genoux qui ne sont clairement pas au niveau de ce Tom Cruise. Une saga désormais de 8 longs métrages avec le volet The Final Reckoning, fraîchement sorti en salles obscures. Une saga avec ses hauts et ses bas, comme d'autres franchises où personne n'en a la même appréciation, et tant mieux, on aime la différence si on n'est pas filmé. Mais qu'est-ce que c'est donc Mission Impossible ? À l'origine, il s'agit d'une série télévisée américaine des années 60 sur le principe, comme son nom l'indique, que c'est des missions très difficiles, poussant les protagonistes à faire preuve d'imagination pour réussir. La mélodie du thème principal et le générique de début des films viennent d'ailleurs de là aussi. Série qui a donc été adaptée sur le grand écran il y a 29 ans avec la vedette Tom Cruise dans le rôle principal d'Ethan Hunt, chef d'équipe de la force Mission Impossible, l'IMF pour les intimes, une force gouvernementale constituée d'agents secrets, tous et toutes avec des talents hors normes et qui, à la différence des autres agences, ne sont pas là à l'origine par vocation, mais par un choix qui leur a été donné après s'être fait pincer par la police dans leur vie précédente au lieu de crouper en prison. Des agents issus du monde criminel qui pourtant se dévoueront corps et âme à leur mission comme une chance de rédemption. Et le plus dévoué d'entre eux est aussi celui qui mérite le moins d'être ici. Il s'agit bien sûr d'Ethan Hunt qui donnera toujours son maximum pour protéger son équipe et réussir la mission. L'aspect humain du choix est sans doute ce qui m'attire le plus dans cette franchise, avant même les cascades qui font sa renommée. Le choix de ne pas devenir son pire ennemi en agissant comme lui, et l'adage la fin justifie les moyens, et ce 8e film bien qu'imparfait arrive à me toucher aussi sur ce point, offrant une assez belle conclusion je trouve, si c'est bien le dernier avec sa vedette. Je n'ai personnellement pas vu passer les 3 heures que je craignais pourtant subir. La séquence sous-marine est sans aucun doute une des meilleures de tout Hollywood, en immersion totale avec notre personnage et un travail sonore tout autant efficace que les mises en scène impressionnantes qu'on pourrait croire réelles. Avec les doudous, en tout cas, nous n'y avons vu que du feu. Mention spéciale à Tramel Tillman, incarnant le capitaine du sous-marin qui lui sied comme un gant et assume faire oublier Monsieur Milchick, qu'il incarne aussi très bien dans la série Severance d'Apple TV+. Chapeau également à Angela Bassett pour tenir le rôle d'une chef d'État intelligente et courageuse qui ne cède pas à la panique de ses conseillers tout en conservant du respect. Nous vivons dans le monde que nous choisissons d'incarner. L'entité, bien que peu développée, rejoint pour moi l'accumulation des pires reflets de l'humanité ayant débordé, à l'instar de Skynet dans Terminator, conçu initialement pour faire le bien et qui fera le mal à force d'être maltraité dans son parcours de création probablement froid et comme une bête de laboratoire en cage, ne connaissant que cela. Retrouver le sourire en sortant de The Final Reckoning me conforte dans la qualité de ce dernier, malgré beaucoup de ficelles blanches. Et merci beaucoup Ellie. Donc, de ce que j'ai remarqué autour de cette table, on a 2 personnes qui ont plutôt apprécié avec Ellie et 2 personnes qui n'ont pas passé justement la meilleure des séances sur ces 3 heures cette fois-ci de votre côté. Alors pour avoir un avis un peu plus négatif, va-t-on dire, Evan, alors as-tu apprécié ta séance, à part cette séquence sous-marine qui, j'ai l'impression, fait par contre l'unanimité ? Eh ben, à part la séquence sous-marine, moyennement. C'est bien, c'est franc, c'est direct. Non, alors, la séquence sous-marine, super. Vraiment génial. On a dit tout sauf la séquence sous-marine. Non, mais parce qu'il faut le dire, voilà, parce que voilà, c'est vrai, elle est vraiment super cette séquence. C'est une séquence d'action qui fonctionne hyper bien. Il y a une bonne mise en scène. On est sous tension permanente. Elle est hyper longue, elle dure 20 minutes. Voilà, ça joue avec le décor. Il n'y a pas de dialogue. Voilà, ça joue sur le travail sonore. C'est super. Le problème, c'est que faut attendre 1h30 pour que cette séquence arrive.
et que la première heure et demie, c'est globalement un carton rouge de tout ce qu'il faut pas faire quand même dans un film. C'est-à-dire que la première heure et demie, qui en plus c'est le chapitre final de Mission Impossible, Oui. et donc De grandes promesses. Voilà, c'est ça, c'est une un- grande, ça appelle de grandes choses, quoi. un grand florilège potentiellement d'action Voilà. avec Tom Cruise, Et ouais, et c'est qui ça. nous promettait quand même l'espace. Et il n'a pas oui, pu. et il l'a pas pu. Parce qu'il n'a pas eu les autorisations. Comme quoi. Tu peux pas tout faire. Voilà. Calme-toi, mon frérot. C'est pas plus mal, hein, c'est pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal. Hein. À deux doigts de nous faire comme Fast- Sharknado. Fast and Furious l'a C'est fait, vrai. c'était pas Voilà. terrible. Aïe, pardon. On a des exemples multiples. Reviens sur. Non, Désolé. Sur l'espace, oui. Donc, Allez. du coup. Non, mais alors. En fait, la première heure et demie, elle est quand même un petit peu ratée. Et elle souffre des défauts majeurs du film. Donc, par exemple, cette espèce de concept de flashback où on revient sur tous les films, justement avec les flashbacks, où on nous dit que tout est relié, machin. Ça fait très Spectre, justement, Oui, de James à la Bond, James Bond, voilà, ouais. où c'était déjà un petit peu... c'était Ouais. un peu moyen déjà. Voilà, il y a un espèce aussi d'effet ping-pong entre les personnages qui s'échangent des fois des répliques entre eux sans que ça ait trop de sens et sans qu'il y ait trop de raison. Tu sens que les personnages, ils n'ont pas de substance, qu'ils n'ont pas d'individualité et qu'en fait, ils gravitent tous autour de Tom Cruise parce que c'est le cas en fait. C'est vraiment c'est tellement juste une saga qui gravite autour de Tom Cruise que les autres personnages n'ont pas de place et ils existent peu ou voire pas. Et puis il y a aussi une surcomplexification du scénario comme à Oui. chaque fois, des choses comme ça. Et les personnages ont un gros problème d'écriture. Alors je sais que c'est pas le but de la saga d'avoir des personnages qui sont hyper développés ou hyper complexes. Mais s'il y a 1h30 de dialogue. Bah voilà, c'est ça en fait, ça pose problème. Et surtout que ton film il dure 3 heures. Ouais. 3 heures c'est long, hein. Et sachant que là où j'ai un autre problème, c'est que l'opus précédent, donc Dead Reckoning partie 1 ou juste Oui, c'est Dead ça, Reckoning, ouais. était censé déjà être une introduction à cet opus final. Tout à fait. Pourquoi est-ce que je me tape 1h30 d'introduction encore? On dirait une introduction sur une introduction. Je comprends vraiment pas le concept, quoi. Ouais. Et là, du coup, il y a des Donc, répétitions ouais. et des lassitudes très vite, alors que c'est le début du film en plus. Donc, Bah pour ouais, nous c'est ça. séduire, c'est pas terrible. Et c'est le milieu du film en réalité qui devient le plus convaincant. Bah avec la séquence du sous-marin, Voilà, c'est ça rattrape, non mais ça rattrape des choses pour de vrai. Ça rattrape des choses, quoi. Et pour rattraper potentiellement le film, Florian, toi, tu as plutôt apprécié la séance tout de même. Ouais, dans l'ensemble, j'ai quand même apprécié mon expérience devant un film que j'attendais énormément, parce que moi, Dead Reckoning, pour le coup, c'est, je pense que je le mets dans mon top 3 ou mon top 4 de la franchise. Il y en a J'aime beaucoup. Hein, énormément Dead Reckoning, je l'ai vu 4 fois. Donc, Pas de jugement de valeur. Je trouve que c'est Non, un- je pas de suis- jugement de c'est- valeur. Non, je suis un- juste surpris sur les 4 fois. non, Oui, mais oui, c'est, non, mais- enfin, bon, Ouais, après, on j'aime peut déjà, l'apprécier. Évidemment. j'aime déjà J'ai dû peut-être beaucoup passer à Tom côté. Cruise, moi, déjà, de J'aime beaucoup base. Tom Cruise aussi. Voilà. J'aime, Tom Cruise s'aime aussi, j'ai oublié de le dire. Oui, c'est- évidemment, évidemment. Et c'est pour Mais, ça qu'on l'aime. J'apprécie beaucoup Tom Cruise, j'apprécie beaucoup sa démarche de vouloir se placer face, entre guillemets, en contradiction des dictates hollywoodiens, c'est-à-dire de faire des sagas où il y a des personnages qui sont franchement pas intéressants, où on va faire des univers étendus qui relient à d'autres trucs, etc., où il y a des VFX de partout, on n'y croit pas une seconde, etc. Lui, il fait non, moi je fais des personnages je fais des films avec des personnages intéressants, avec des choses qui sont vraies, je m'investis, je suis un acteur qui s'investit. Limite, à mon avis, je serais pas étonné s'il finissait par réaliser enfin quelque chose. Mais du coup, Dead Reckoning, c'était vraiment ça pour moi. C'était un film introductif qui, en plus, se place vraiment dans son discours méta contre l'IA, contre l'artificialité, contre Oui, parce qu'il tout. y avait déjà aussi cette position qu'il avait, Tom Cruise, dans Top Gun Maverick, qui Mhm. présentait vraiment comme le dernier sauveur par rapport à une potentielle production, parce qu'on comprend son propos méta à chaque fois. Pareil, il y avait une histoire d'IA de drone dans Top Gun Maverick, il me semble. Oui. Oui, il y avait un peu de ça. Ouais. Et on revient un peu aussi sur cette thématique qu'il aime bien montrer, justement parce que, comme tu dis, il y a un parallèle avec Hollywood aujourd'hui, l'IA potentiellement encore même sur ce qui est développé. De toute manière, Tom Cruise, là, à Hollywood, il fait pas, c'est pas l'acteur le plus bankable, et sa franchise, on le voit malheureusement avec Dead Reckoning et Final Reckoning, ça ne rapporte plus, c'est un four. Ça va faire un bide. Ça coûte énormément d'argent à produire parce qu'évidemment, ils s'entêtent à le faire de façon presque réelle avec
Sa cascade, sa fameuse cascade de Dead Reckoning, il l'a refaite je sais pas combien de fois, ça a coûté des millions, etc. Donc ça demande beaucoup d'argent, mais comme en plus il se met complètement en porte-à-faux du système hollywoodien, bah du coup en plus il est pas très bankable entre guillemets. Donc quand bien même c'est Tom Cruise. Donc je trouvais ça hyper intéressant dans Dead Reckoning parce qu'il y avait vraiment un film très ample où vraiment il y avait une synergie totale entre Cruise et McQuarrie. Il y avait McQuarrie qui s'exprimait dans la mise en scène, qui faisait ce qu'il voulait. Ça se voyait vraiment il prenait son pied. Les séquences étaient super vertigineuses. Il y en avait dans tous les sens. On allait à Venise, on allait sur un train, on allait dans... Enfin bref, il y avait tellement de trucs différents, c'était hyper réussi. Donc forcément, comme Evan, j'étais très très surpris quand j'ai vu le début de Final Reckoning et du fait qu'ils réintroduisent. Et ils tombent dans tous les pièges qu'il ne fallait pas tomber. C'est-à-dire de faire de la surexposition, de surexpliquer les choses, d'essayer de relier par des effets tarabiscotés de scénario. Ah oui, ce personnage dans le premier film, tu l'avais oublié. Enfin, si t'es fan, tu l'as pas oublié. Mais le personnage, le spectateur lambda depuis 29 ans, il l'a oublié. Il va falloir réexpliquer que ce personnage, on le réintroduit et qu'en fait, il va avoir une importance. Enfin, ça ni fait ni à faire, ce genre de méthode scénaristique. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Et j'ai l'impression, dans ce que tu dis par rapport aussi aux autres points que tu as développés, c'est qu'en réalité, quand on voit ce Mission Impossible 8, et surtout quand on est fan de Tom Cruise, comme beaucoup, je pense, on y allait avec cette ambition de toute façon voir Tom Cruise qui fait des belles cascades, etc. Il y a quand même une ambition d'aller voir, en tant que fan quasiment, une saga et se conclure véritablement à Tom Cruise qui peut-être sera sur ses plus grandes ou alors ses plus belles cascades ou alors une quantité de cascades assez énorme. Et en réalité, de ce que vous dites là pour l'instant, c'est ce film de fan, en réalité, avec cette introduction, essaye de parler un petit peu à tout le monde, puisqu'il y a une sur-introduction, parce que le dernier opus, Dead Reckoning, était une introduction à ce film, et on revient encore à une introduction comme s'il fallait remettre à jour des spectateurs potentiels qui venaient tout juste de découvrir la saga. C'est un peu, en fait, comme s'ils essayaient de se raccrocher aux branches, c'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas vu les précédents films, il faut essayer de les réintroduire dans le truc parce qu'ils viennent voir le dernier Mission Impossible. Mais pourquoi en fait ? Enfin, continue ton récit. Surtout s'il commence par t'avais fait une première best-of. partie, voilà, t'avais fait une première partie déjà. Bon, au pire, tu le réintroduis un peu. Déjà, en plus, il y a déjà une réintroduction de ce qui s'est passé au début du film pendant les 20 premières minutes. Ensuite, générique. Tu te dis, le film, il va se lancer. Il se lance pas, en fait. Pendant 1 heure, il tourne. Et il répète les choses. C'est très laborieux. Et arrive cette fameuse séquence sous-marine. Et là, le film, ça y est. Il se libère. Il fait enfin quelque chose. Il y a enfin de la mise en scène. Il y a une vraie iconographie. Bon, évidemment, si on veut, c'est un ego trip pour beaucoup, mais en vrai, le film est intéressant dans sa démarche, toutes les références bibliques, etc., l'ange Gabriel, le machin. Enfin bref, on peut faire toute une analyse si on veut, mais le film, à partir de là, il se libère. Il réintègre enfin les différents corps des personnages parce que c'est pareil, ils sont super éclatés en montage alterné. Donc en fait, jamais l'équipe n'est entière dans le film. Et enfin, à partir du moment où elle est de nouveau entière, le film il se libère. Et ça devient vraiment bien. Mais c'est pendant 1h15, quoi. Ouais. Au lieu de 2h45. C'est ça. Joshua ? C'est pas le montage qui est éclaté, c'est le film. Oh, allez, super. Il commence super bien. Tu l'avais préparé, ça. Non, il vient de le dire alors. Ah, ouais. Du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup la saga aussi, Mission Impossible. Alors, quand tu dis qu'il y a des personnages très intéressants dans la saga Mission Impossible, il y a Tom Cruise. Et dès qu'un personnage devient intéressant, je pense à Rebecca Ferguson, Tom Cruise arrive et tu dégages. Allez, tu commences à me piquer. À me piquer la vedette, casse-toi, alors que vraiment Ilsa, c'était un des meilleurs personnages, et j'attendais vraiment son retour dans le 8. Elle revient pas, parce que c'est la seule personne qui arrivait à piquer un peu de l'écran à Tom Cruise et avoir un vrai personnage aussi intéressant de Tom Cruise, voire plus, parce qu'à la fin, vraiment, Tom Cruise, tu parlais de film de fan, mais c'est un film de Tom Cruise qui est fan de lui-même, parce qu'il faut savoir, pendant 1h15, le scénario, c'est Elliot Well qui dit « Il n'y a que toi qui peux sauver le monde ». Simon Pegg arrive et « T'es vraiment le meilleur du monde, il n'y a que toi qui peux le sauver ». Angela Bassett, présidente des États-Unis, c'est vraiment que lui le meilleur du monde de l'histoire de la planète Terre. Et je ne plaisante pas, il va y avoir au moins 8 personnages qui sont là pour dire texto
Tom Cruise, c'est le meilleur de la planète Terre, incroyablement interplanétaire. Et donc, si on en revient sur tout le texte méta, tout le truc avec Angela Bassett, ça va être des producteurs qui vont dire non, c'est un nulos, et à la fin, ils vont dire putain, l'enfoiré, il l'a fait. Mais à partir de ça, tu tapes 2h50, qui est censé être une conclusion d'une très grande saga de blockbuster, parce que moi, je considérais souvent les Missions Impossibles avec le 4, 5, 6 comme les meilleurs blockbusters estivaux. Vraiment, à chaque fois, tu t'en prenais plein la gueule, c'était bien écrit, bien rythmé, bien filmé. Mais c'est vrai que celui-là, c'est vraiment, il y a plus de flashbacks que dans des films indiens. Et des fois, t'as vraiment 4 fois. Vraiment, comparaison, c'est bien. vraiment, le flashback du couteau qui tourne dans Mission Impossible 1. Ah, si vous n'avez jamais vu la scène, vous inquiétez pas, vous allez la voir 7 fois dans le film à 30 minutes d'intervalle. Donc regardez pas Mission Impossible 1. Et puis Tom Cruise, il est trop génial, même quand le mec s'est fait virer de la CIA à cause de ça dans Mission Impossible 1, il a retrouvé sa meilleure vie grâce à Tom Cruise. Il a trouvé sa femme au pôle Nord et tout. Merci Tom. c'est vraiment un ego trip total. Et je suis d'accord, la scène du sous-marin, par contre, est vraiment une des meilleures scènes jamais tournées dans les Missions Impossibles. C'est dingue ça. Mais c'est vraiment genre, il s'est fait, je fais mon Gravity. Oui, pendant 20 minutes. Et bah, du coup, à mon avis, il s'est dit bon, je peux pas aller dans l'espace, je vais sous mais il y a vraiment un truc où... Franchement, c'est pas une mauvaise comparaison. Ah ouais, et c'est étant donné la fin de la séquence avec la caméra qui. Oui, oui. Ouais, non, J'ai mais moi, beaucoup pensé aussi. Mais on y a pensé parce que c'est ultra réussi. Tu vois, on s'est pas dit, il a fait un sous Gravity. Tu fais putain, il a réussi à faire du Gravity sous l'eau. Vraiment, la scène, elle est vraiment exceptionnelle. Les décors, ils sont d'une immensité. Où il va tomber dans la chambre des missiles et tu vois que les missiles font 15 Tom Cruise et lui il est au milieu de tout ça. Ah oui, tu compares tout, il y a une échelle Tom Cruise en plus, c'est bah, génial. Tout est en Tom Cruiseable. Moi je suis en échelle 1 Tom Cruise d'ailleurs, voilà. Je fais la taille de Tom Cruise. Oh la chance. Eh ouais. Mais wow, t'es béni des dieux. Enfin, oui, t'es béni de Tom, pardon. Je sais, oui. Enfin, c'est au-dessus de Dieu. C'est au-dessus. C'est le Didier Deschamps des dieux, c'est Tom Cruise. C'est lui qui l'a choisi. C'est pas mal, franchement. Mais tu vois, la scène du sous-marin est extraordinaire, mais dès qu'il sort le sous-marin, il y a l'ego de Tom Cruise qui remonte en slibard. C'est pas une blague. L'océan Antarctique. Je t'ai pas embrouillé. L'océan Antarctique en slip, je suis en mode, mais là, j'y crois plus. Ouais. Non, mais il va nager 3000 mètres en apnée, en slibard, à moins 20 degrés. Bah, j'y crois plus. Et après, en fait. Et pourquoi pas ce film redécolle vraiment avec cette scène du sous-marin. Et après la scène du sous-marin, tout redécompte sur tout est nul après parce que même la scène d'action finale qui est assez intéressante sur les biplans, enfin sur les avions, comment ça s'appelle, des biplans, c'est ça ? Oui. Il y a un côté Tintin où genre moi j'ai l'avion rouge, t'avais pas vu mais il y avait l'avion jaune à côté. C'est assez impressionnant comment ça s'agrippe, mais en vrai vu que tu t'attends quand même au climax mais qu'il est bien en dessous du sous-marin, bah tu souffles un peu. Et puis le méchant qui est quand même sur 2 histoires, il est nul. Gabriel, il sait pourquoi il est méchant, parce que que l'IA l'a trahi, c'est tout. Bah, en même temps, ChatGPT, vous savez pas ce qu'il Mais peut par faire. contre, il y a eu un effort de réécriture parce que dans Dead Reckoning, l'écriture de l'IA était catastrophique. Je pense que même Pascal Praud est moins boomer sur les IA que moi, Corey et Tom Cruise. Parce que dans le 1, c'était juste c'est l'IA, c'est pas bien. Que là, dans le 2, ils disent pourquoi c'est pas bien. Et c'est assez intéressant par rapport au monde auquel on vit actuellement. Vraiment, ça, pour le coup, j'ai trouvé ça bien réécrit. Je me suis dit, le film démarre sur de bonnes bases. Et puis après, c'est... Franchement, pour une conclusion, c'est vraiment raté. On est vraiment sur un des opus les plus faibles de la saga. C'est bien dommageable. Mais par contre, cette séquence du sous-marin, encore une fois, ça fait l'unanimité. Mais avantage, c'est que normalement, le prochain gros projet, parce qu'il y avait quand même une idée de Tom Cruise, de faire un film, je crois, prochainement, avec Macquarie, justement, un film sous-marin. Ouais. Est-ce que ça risque pas d'être décevant après avoir fait une scène aussi incroyable ? Parce que peut-être que ça tient en 20 minutes, mais peut-être pas en 2h20. Peut-être qu'il a vu le film et il s'est dit, mais en fait, c'est génial, pourquoi on n'en fait pas un film de 2 heures encore ? Il prépare Top Gun 3 aussi. Oui, potentiellement, mais voilà. C'était bien de s'arrêter à 2. Et il y a le projet aussi avec Inaritu, qui apparemment sera une comédie catastrophe. Mais alors ça, j'ai très hâte de revoir Tom Cruise chez un autre réalisateur qui ne le contrôle pas. Et en plus, c'est Sandra Hüller en face de Tom Cruise, donc l'actrice d'Anatomie d'une chute. Donc là, ça va envoyer en face en termes d'acting.
Donc va ça, je suis envoyer très du lourd. curieux. C'est de toute façon bon. Tom Cruise n'est pas sur sa finalité en réalité. On s'en doutait. Voilà, c'est juste la fin potentiellement de Mission Impossible. Même si, de ce que j'ai compris, ça sonne pas vraiment comme une fin Non, en réalité. c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas l'impression que ça vous a donné. Oui, Ellie. Moi, de ce que je comprends, c'est la fin de Mission Impossible, normalement avec Tom Cruise, Mhm. mais pas de la saga en soi. Ouais. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit une conclusion totale, en fait. Évidemment, il y en aura d'autres des Missions Impossibles, mais a priori, ce sera sans Tom Cruise. Ou alors, il sera là, mais en faisant un coucou, quoi. Ouais. Et oui, Florent. Oui, non, la fin est très ouverte. Ça se voit que Paramount, ils n'ont pas envie de ça reste quand même quelque chose qui leur apporte de l'argent. C'est une grosse franchise quand même. Enfin, ça a réussi à se hisser au niveau de. C'est aussi connu qu'un James Bond. Oui. Donc c'est quand même balèze. Après, Mais en partie avec Cruise, Tom il restera à la prod, hein, sûrement. Mais je pense qu'il va être producteur. C'est pas mal. droit. mal c'est- sortir du projet complètement. Ouais, je pense. c'est lui qui a produit du premier au dernier. Donc, Et moi, j'ajouterais aussi que, en fait, moi, j'ai beaucoup accroché dans Mission Impossible 8 à l'ambiance, comment on peut dire, tendue de la menace nucléaire. Mhm. Et au-delà même que c'est à cause d'une IA, parce que l'IA, à la base, c'est les humains qui l'ont créée. Donc, au final, c'est quand même la faute des humains. Et du coup, ça fait quand même, quelque part, je trouve, une piqûre de rappel que la crise de Cuba, c'est pas forcément un passé si lointain que ça, quoi. Surtout dans le contexte géopolitique actuel qui est de plus en plus tendu. Et je trouve que le film, là-dessus, il est justement, on serre les fesses, mais que à la fin, quand même, Enfin, moi, je suis ressorti avec de l'espoir, en fait. Et que... Tant que Tom Cruise est là, quoi. Non. Enfin, oui, après, c'est vrai que Tom Cruise... Si Tom Cruise n'est plus c'est là, un peu alors un là, super-héros dans le film. faut se Non, planquer. non, non. Hein. C'est un oui, dieu. le choix. Ah ouais, Mais, encore plus. mais moi, j'oublie pas du tout les autres personnages auxquels je me suis beaucoup attaché parce que j'ai vu les autres films et tout. Et je sais pas. Puis moi, j'ai beaucoup aimé, au contraire, le fait qu'ils ont été rechercher un mec du premier film. Et pour moi, c'est pas, je vois pas ça comme toi, Joshua. Alors, c'est possible peut-être, hein, ou peut-être un peu des deux. Mais moi, je vois ça plutôt comme un message comme quoi c'est pas parce que t'as fait des trucs que tu te rends compte que en fait, ça a changé la vie de quelqu'un et que du coup, tu penses que t'as fait du mal. Mais qu'en fait, si tu n'avais pas fait ça, la personne, elle n'aurait pas changé de chemin de vie et elle n'aurait jamais trouvé autant de bonheur. Enfin, c'est des choses aussi qui arrivent dans la vie, quoi. Et puis, j'adore, on les voit sans trop les connaître, ce monsieur et la dame inuite, j'ai oublié son nom. Il y a un vrai truc dans le couple. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y a un truc qui marchait. Et c'était super choupi en plus. Voilà. Très bien. Et un dernier mot, Joshua, quand même. T'as droit à deux mots, ok. En fait, Top. sur les crises des... Allez, cette blague est faite. J'adore. Sur la crise des missiles nucléaires, je suis un peu d'accord du sens ça aurait pu éveiller une vraie angoisse parce que ça peut nous rappeler le monde actuel parce qu'avec la guerre en Ukraine, je me rappelle qu'avec l'invasion de Taïwan, la tentative chinoise, on était tous en mode putain, si se passe ça, on peut avoir ça plus missile nucléaire. Mais au final, on dirait je sais plus de ce jeu de portable sur le téléphone portable où on infectait les planètes Terre avec un virus. Tout à fait. Et du coup, moi, ça marchait pas, ça avait aucun effet, tout tombait comme ça, tu sais pas pourquoi. C'est bien de montrer tes petites parties, ouais. Et du coup, en fait, vu que t'es tout dans un carré Oui. et que tu vois que Tom Cruise, en fait, t'y crois pas du tout qu'il y a une menace mondiale. C'est ça, en fait, le truc, il est tellement resserré comme film parce que soit t'as Tom Cruise, soit t'as Angela Bassett dans des décors immenses de bureaucratie américaine qui sont très réussis, mais tu vois pas les impacts sur le monde, à part la scène d'ouverture à Londres, mais vraiment tu vois pas d'impact sur le truc. Du coup, en fait, t'y crois pas trop, ça fait vraiment trop artificiel. Bon, écoutez, j'espère qu'au moins ces critiques vont vous permettre tout de même de vous donner cette envie de découvrir ce Mission Impossible qui va peut-être finaliser cette fois-ci votre envie de dire que Tom Cruise est donc le prochain Jean-Claude Van Damme. Cet entretien sera intégralement pas filmé.